Cette émission a été enregistrée vendredi le 12 mai 2017. Vous écoutez State of Vape in Canada. Pour la communauté francophone au Québec et au Canada, voici la deuxième émission de State of Vape in Canada. Eh oui, déjà la deuxième émission en français. Il me fait plaisir de vous la présenter. Un échange sur la vape. Eh oui, malheureusement, nous sommes menottés par le gouvernement. Les amendes sont salées, alors faites attention. Les amendes sont salées. 27 000 d'amendes. Qui veut ça? Ça va fermer vos portes. Si vous faites rien contribuer à une association, peu importe. Si vous faites rien va changer. N'attendez pas que le monde vous écoute si vous faites rien pour changer le monde. Eh oui. Aujourd'hui, on va continuer la discussion sur la réduction des méfaits, le potentiel de la cigarette électronique, la première invention complètement créée par le consommateur et qui est 95% moins nocive que la cigarette traditionnelle. On a-tu oublié de le dire? On a-tu le droit de le dire? On a-tu le droit de s'exprimer? Nos droits sont brimés, c'est le temps qu'on se réveille. Alors, joignez que ce soit l'association THRA, que ce soit HECTA, que ce soit CVA, que ce soit l'AQV. Mettez votre argent où votre bouche est. Put your money where your mouth is. C'est ça qu'ils disent en anglais. Donc, j'aimerais débuter la discussion cette semaine. Nous avons le vice-président des relations publiques à l'Association québécoise des vapoteries, M. Jean-Philippe Boutin. Et aussi, Christina se joint avec nous pour une discussion. Alors, j'espère que vous allez aimer. Bonne écoute. Bonjour, M. Boutin. Bonjour, John. Excellent. Nous avons aussi avec nous Christina. Bonjour, Christina. Salut! J'aimerais bien te demander, Jean-Philippe, si tu pourrais nous parler un petit peu de l'AQV et les entreprises qu'elle représente. En fait, l'AQV, l'Association québécoise des vapoteries, c'est une association qui s'est formée suite au projet de loi 44 qui est devenu la loi 28 au Québec, la loi visant à renforcer la lutte au tabagisme. C'est quelques boutiques qui se sont et professionnels de l'industrie qui se sont associés pour former cette association-là. Le but premier a toujours été l'association va être formée pour être capable de déposer une poursuite auprès du gouvernement. Parce que selon nos avocats et selon nous, évidemment, la loi 28 renferme des clauses qui sont anticonstitutionnelles. Donc, ça a toujours été le but premier, ça a été vraiment de poursuivre le gouvernement et de, évidemment, continuer à défendre la vape au Québec. Et si je peux peut-être me tourner un peu à votre expertise ou votre expérience avec la cigarette électronique, je pense que ça remonte à une couple d'années que vous avez commencé à expérimenter ou à connaître ce produit-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours en tant que consommateur et peut-être dans votre vie professionnelle dans l'industrie de la vape? Oui, moi, je suis un vapoteur depuis le 16 décembre 2011. Journée que j'ai reçue, à l'époque, on pouvait commander en ligne. Ouais. Il n'y avait pas de boutique de toute façon. C'était la seule façon qu'on pouvait se procurer une cigarette électronique. J'ai eu mon premier ensemble de départ et dès la première bouffée, j'ai plus jamais retouché à une cigarette. Et j'ai trouvé ça tellement magique comme produit que j'ai décidé
de partager ça. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'en parlais à des gens que je connaissais ou des gens sur la rue dans mon coin, les gens me me demandaient où aller chercher de l'information, puis je leur disais d'aller sur Internet. Puis il y en a beaucoup qui m'ont répondu qu'ils ne parlaient pas anglais. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais commencer. J'ai parti une chaîne YouTube, je pense que c'était en avril 2012, pardon. J'ai commencé à faire des vidéos, des revues pour expliquer des tutoriaux pour expliquer aux gens ce qu'est la cigarette électronique. À l'époque, il fallait faire très attention au matériel qu'on achetait parce que 80% du matériel qu'on achetait était vraiment pas bon. Okay. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais aujourd'hui, ma chaîne YouTube existe encore. Mais je suis beaucoup plus en route vers plus la promotion de la vape, la défense de la vape. Autant ici au Québec qu'en Europe, en France. Je suis quand même relativement connu là-bas. Ils adorent l'accent exotique, comme ils disent. Et depuis fin 2012, je suis rentré dans l'industrie de la vape pour y gagner ma vie. Ça s'est fait comme tout seul, suite à une perte d'emploi. Puis je travaille dans l'industrie depuis tout ce temps-là. C'est pas mal. En tant qu'à la découverte de la cigarette électronique, moi puis ma sœur, c'est un peu similaire. On l'a découvert en 2015. Puis suite à ça, on a suivi un peu le même trajectoire où on était vraiment étonnés comment c'était facile d'arrêter de fumer et comment on se sentait mieux par la suite avoir transitionné de la cigarette. Moi, ça faisait 25 ans que je fumais puis j'avais quasiment essayé tous les moyens. Fait qu'on a quand même beaucoup de similarités dans nos aventure avec la vape. Oui, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Oui, exactement. Puis, je sais pas si, Christina, tu voulais rajouter là-dessus avant qu'on commence à parler plus spécifiquement aux lois au Québec. Je dirais que généralement, les gens dans l'industrie, dans le milieu de la vape, c'est tout du monde qui ont été personnellement touchés par l'importance, la capacité de pouvoir arrêter de fumer et de sentir beaucoup mieux et de voir en pratique les bénéfices de la vape et le potentiel justement là, de pouvoir aider les gens qui ont vraiment de la misère à sévrer avec le tabac. Je pense que ça, c'est vrai pour, je te dirais, comme genre 95-99% des gens qui sont impliqués dans le milieu. Oui, mis à part peut-être les produits qu'on trouve dans les dépanneurs, qui sont des produits qui ont été lancés majoritairement par les compagnies de tabac. Je dirais aussi que la majorité des boutiques spécialisées en vapotage, c'est exactement ce que tu as dit, Christina, c'est des usagers comme moi puis toi qui n'ont aucun lien avec les industries du tabac. Oui. Mais, fait que jusqu'en 2015, Jean-Philippe... ça a dû être quand même intéressant à opérer dans le domaine de la vape parce qu'à partir de 2015, le Québec a adopté des lois contre la cigarette électronique. C'est parmi les plus sévères au Canada. Et je ne sais pas si on pourrait dire un peu dans le monde, mais ça arrive proche en tout cas. Et suite à ça, comme tu as mentionné aussi, l'AQV a fait un recours juridique qui a été entrepris. Pouvez-vous nous parler un peu, c'est quoi ce recours en justice? C'est quoi que vous contestez? Puis... je sais pas, n'importe quel détail qui se servirait utile. Le point principal qui est contesté, c'est le point 2 de la loi 28, c'est-à-dire que la vape n'est pas un produit du tabac. Ça, c'est la première chose qui a été claire dans l'esprit de tout le monde, c'était de contester ça parce que c'est pas mal de là que tous les problèmes découlent. Le fait de ne pas pouvoir vendre en ligne, le fait d'être obligé de givrer les vides des boutiques ou de ne pas voir les produits de l'extérieur, le fait de ne plus pouvoir échantillonner, toutes ces choses-là, ça a tout découlé du fait que c'était devenu considéré comme un produit du tabac par la loi. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est sûr qu'à l'époque aussi, parce que ça a été déposé au début de 2016, le gouvernement fédéral ne s'était pas encore penché sur le dossier.
Mais ça, c'était surtout ce qu'on appelle le nerf de la guerre, c'était ça. Mais évidemment, on conteste parce qu'il y a les points autres qu'on conteste, c'est le fait que c'est une atteinte à la sécurité de la personne, selon la Constitution canadienne, et également une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de comparer la cigarette électronique et le tabac, les effets, tout ça, de partager des études, tout ça, c'est en théorie illégal, mais évidemment, comme c'est excessivement anticonstitutionnel, je pense que c'est quelque chose qui se conteste assez bien. Est-ce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce que le gouvernement a déjà imposé des restrictions de même dans d'autres secteurs ou d'entreprises? Peut-être comme le tabac aussi, je pense qu'ils ont fait beaucoup de restrictions sur ce qu'ils pouvaient dire. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, j'essaie de voir si il y aurait un historique où on pourrait gagner cet argument-là. Ben, je pourrais pas répondre en profondeur à cette question-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on a déjà vu par le passé le gouvernement essayer d'imposer certaines choses pour des raisons qui sont propres à eux, mais qui ont été renversées en cours parce que c'est bien beau que c'est le gouvernement, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a des lois à respecter, il y a la Constitution à respecter, il y a la Charte à respecter. Donc, c'est sûr que même si on s'appelle le gouvernement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si on revient un peu, je sais que tout le monde réfère tout le temps à la loi 44, mais dernièrement, en suivant les activités de l'Association québécoise de vapoterie, j'ai su qu'il y a aussi la loi 28. Pourrais-tu nous expliquer les différences entre ces deux lois-là? En fait, c'est pas deux lois. Ah. On dit souvent, les gens vont dire la loi 44, la loi 44. La loi 44, c'est pas une loi. C'était le projet de loi 44 qui visait à faire des amendements à la loi contre le tabac, si on peut l'appeler comme ça. En 2016, ça a été, parce que ça, c'est tombé en novembre 2015. Mm-hmm. Mais en 2016, ça a été adopté dans les lois de 2016 au Québec sous la loi 28. Donc, la loi qu'on doit contester et qu'on doit parler, ce n'est pas la loi 44, c'est la loi 28. Okay. C'est un projet de loi. En anglais, on appelle ça un bill. Mm-hmm. Ouais. OK. Fait qu'une fois que le projet de loi est adopté, ça devient la loi 28. OK. C'était le projet de loi 44, puis là, c'est la loi 28. C'est ça. Donc, c'est la même chose. C'est le même contenu. Est-ce qu'un des arguments que l'AQV apporte, c'est le fait que c'est beaucoup moins nocif, que la cigarette ne devrait pas, dans le fond, vous dites que ça ne devrait pas être inclus dans le tabac, fait que ma réponse, c'est oui, mais est-ce qu'on apporte l'argument que c'est bien moins nocif que la cigarette? Tout à fait. Et pour cette raison-là, on devrait la traiter différemment? Oui, tout à fait, parce que évidemment, quand l'association a commencé à parler lors des interrogatoires pour le dossier, le gouvernement disait c'est du tabac. Nous, on disait non, c'est une alternative plus sécuritaire qui est offerte aux gens qui sont des fumeurs. Ce n'est pas du tout un produit du tabac. En fait, nous sommes contre le tabac. Nous sommes en compétition contre le tabac. Et c'est une approche de réduction des risques, comme en Angleterre. Évidemment, il y a des éléments comme le Royal College of Physicians, le rapport de 2016 qui dit que c'est au moins 95% moins nocif. Oui. Dans nos experts, nous avons Jacques Lewezek, qui est tabacologue en France. Ça a été cautionné par le docteur Farsalinos. Mm-hmm. On a beaucoup d'experts qui sont avec nous pour appuyer ça, pour appuyer le fait que ce soit pas un produit du tabac. Pour ce qui est du reste de la poursuite, qui est, comme je disais tantôt, qui est
au niveau et en plus, non seulement ce n'est pas un produit du tabac, mais le Québec a empiété sur les compétences fédérales là-dessus. C'était pas à eux de décider ça. C'est ça, l'autre aspect, c'est le fait que ce soit anticonstitutionnel que au niveau de la sécurité de la personne, de priver les gens, de rendre l'accès aussi difficile à une solution moins risquée, que c'est difficile de se procurer du tabac au Québec. Donc, ça, c'est au niveau de la sécurité de la personne et évidemment au niveau de la censure qu'on vit au Québec. On n'a pas besoin d'experts non plus. C'est vraiment selon les lois de la Constitution canadienne de 1982. Et donc, ça, la contestation ou le recours juridique, c'était, corrige-moi si j'ai pas raison, en février 2016 de l'AQV? Je crois bien que c'est février, oui. Puis une des affaires, je crois, qui nous a impacté beaucoup et a causé beaucoup de retard, c'est la grève qu'il y a eu avec le gouvernement. Oui, bien, c'est ça. Il y a eu la grève des procureurs qui a duré de octobre 2016 jusqu'à, je pense, ça a duré 4 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça traînait en longueur. Et évidemment, le gouvernement essaie de faire traîner en longueur, ça c'est sûr et certain. Si vous regardez une des dernières publications qu'on a faites sur la page Facebook de l'association, il y a une belle photo avec 4 sièges vides qui explique que ça, c'est les experts que le gouvernement a trouvés malgré leur budget limité qu'ils vont tirer dans les poches des contribuables. Ça, c'est les 4 seuls experts qui ont été capables de trouver pour prouver leur point que la cigarette électronique, c'est dangereux. Ah, 4 chaises vides, OK. Fait que... Il n'y a personne qui veut aller au nom du gouvernement dire que la cigarette électronique, c'est mauvais parce que, je veux dire, la science l'a prouvé à maintes reprises que c'est pas la même chose du tout. On parle d'un animal très différent. Il doit avoir une limite à le nombre de délais que le gouvernement pourrait imposer pour trouver des experts? Est-ce que tu sais s'il y a une certaine limite, à un moment donné, il faut qu'on se présente en cours? Ben, on a un calendrier actuellement qui est que nous avons. Sauf que malheureusement, c'est pas le premier calendrier qu'on a eu, puis on espère que c'est le dernier. Mais c'est des choses qui peuvent changer. Mais en théorie, si tout va bien, normalement, en décembre, nous devrions avoir un jugement. Je réussis pas encore aujourd'hui à comprendre ce que ça veut dire. Peut-être tu pourrais nous clarifier à propos de la demande de rejet en irrecevabilité. C'est quoi ça veut dire, ça, une demande de rejet en irrecevabilité? En fait, une demande de rejet et d'irrecevabilité, c'est que je suis pas un avocat, mais c'est ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'une demande est déposée et qu'elle est rejetée et que la partie va en appel, et que, évidemment, le dossier traîne un peu parce que le gouvernement et les avocats aiment beaucoup ça. Les personnes dans ce temps-là, ou l'association, ou peu importe la personne morale ou physique, est en attente d'une décision sur le rejet et l'irrecevabilité de leur cause qui a été déposée. Ça, c'est ça quand on parle un rejet d'une cause d'irrecevabilité. Oui, j'ai de la misère à la dire, celle-là. Dans le fond, ce que ça veut dire, ça pourrait signifier différentes choses dans différents contextes. La Cour, là, je ne parle pas du recours de l'AQV, mais juste en général, la Cour pourrait avoir une question d'irrécevabilité si la demande qu'une partie faisait était en dehors des pouvoirs de la Cour. C'était plus large que son mandat, par exemple, là, où ça pourrait être conçu comme irrecevable si c'était une demande qui n'était pas légale, ou qui visait trop large. Ou il y a plein de contextes dans lesquels... Ou pas assez, oui.
En général, là, je parle en grande ligne, tu sais. C'est que là, on s'engage dans des discussions très avancées au niveau justiciaire que nous ne sommes malheureusement pas avocats et que pour nous, oui, ça peut être difficile à comprendre parfois. Oui. Puis je pense que la raison pourquoi je pose ces questions-là, c'est parce que dans la communauté, je crois qu'il y en a plusieurs qui, malgré l'information qu'on reçoit, on n'est pas trop sûr c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe derrière les recours juridiques. On sait qu'on a une date, le 26 mai. Je pense que tu es au courant de la prochaine date, le 26 mai. C'est quoi exactement les prochaines étapes qu'on va suivre, que l'AQV va suivre dans son recours juridique ou dans le processus? J'ai pas le calendrier devant moi pour être très franc. Et je me souviens pas des dates par cœur, mais oui, d'ici la fin mai, il va y avoir encore des choses qui vont se passer au niveau de notre cause. Il y a eu une demande de jonction des deux causes, de celle de la CVA et de l'AQV, faite par l'Association canadienne du vapotage. Mm-hmm. Mais ça, c'est dans les mains des tribunaux. On attend comme tout le monde. Puis écoute, j'ai une question, puis pour être bien franc avec tous nos écouteurs, nous sommes, membres de la CVA. Mm-hmm. Et souvent, qu'est-ce qu'on se demande, c'est pourquoi les deux associations ne travaillent pas plus ensemble pour un but commun. Est-ce qu'il y a je ne sais pas si tu veux te prononcer là-dessus, mais parce que souvent, la seule chose qu'on veut, c'est que de voir les associations travailler ensemble. Peut-être tu pourrais te prononcer là-dessus un peu? Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau, moi, j'ai strictement rien contre la CVA, mais pas du tout, absolument pas. Mm-hmm. Ce que je peux dire, c'est que si on regarde les deux causes sont relativement différentes. Okay. Et pour joindre les deux causes, ça cause certaines problématiques. Exemple, des points qui se contredisent. Donc, comme l'AQV a déposé en premier sa contestation et le CVA est arrivé par la suite, c'est un peu difficile pour nous de reculer sur certains points qu'on a faits pour se joindre, pour permettre à la CVA de joindre notre cause. Mais je vous dirais surtout, sans aller dans les détails, je vous dirais que c'est surtout le problème que nous avons, c'est surtout sous les conditions dans lesquelles la CVA voudrait que ça se fasse, qu'on a certaines réserves et l'Association québécoise des vapoteries, c'est vraiment une association qui parle beaucoup à ses membres. Et quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, des choix à faire, des décisions à prendre, c'est pas des décisions du conseil d'administration, c'est des décisions des membres. Donc, on expose ce qui se passe aux membres et les membres répondent. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est un peu difficile de joindre les deux causes parce que la plus grande raison, c'est que il y a des points qui se contredisent dans ça. Et nous, évidemment, on ne veut pas abandonner notre point que les produits de la vape ne sont pas des produits du tabac, ce que la CVA ne conteste pas. Et comment vous vous sentez avec cet argument-là, avec, je ne sais pas si vous avez du feedback, si tu veux, une opinion juridique. Est-ce que l'AQV a des bons points pour gagner cet argument-là? C'est quoi nos chances de gagner ça? Disons que ça, c'est sûr que si on demande à l'AQV va dire nous avons des grandes chances de gagner. Mm-hmm. Si on demande au gouvernement, le gouvernement va dire on a des grandes chances de gagner. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tout le processus, quand il y a eu
pas des pourparlers, mais des interrogatoires dans le dossier. Ce qu'on a constaté, nous, en tout cas, surtout, c'est que le gouvernement semble de plus en plus nerveux. Moi, je crois qu'on a d'excellentes chances de gagner parce que nous avons une cause qui est très solide, appuyée d'un côté par des experts, de l'autre côté par la loi canadienne. Donc, c'est quelque chose qui est difficile de refuser, ce qu'on conteste. Moi, j'aimerais comme un peu ajouter un peu au fil de questionnement que mon frère a soulevé. Dans le fond, c'est un peu un commentaire général là, qui vise personne, mais tout le monde en même temps. Oui. C'est-à-dire que moi, c'est clair que ce qui me désole le plus là-dedans, c'est pas le recours de l'AQV, c'est pas le recours de la CVA, c'est pas rien au niveau de l'exercice du système légal là-dedans par ni un ni l'autre des partis. Moi, ce qui me désole le plus, c'est comment que cette bataille-là juridique devient énormément personnalisée, puis ça vient empoisonner énormément les relations dans le milieu. Puis je trouve ça désolant pour des raisons très évidentes, là, mais aussi parce que je trouve ça un peu comme sans but. Il n'y a aucun but de se chicaner puis de se prendre entre nous. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux associations qui se sont fait deux têtes différentes sur comment approcher la question légale. Puis bien sûr, il va y avoir, comme tu as très bien exposé, Jean-Philippe, c'est vraiment une différence au niveau du plan de match là, légal qui fait en sorte que l'AQV fait sa propre démarche puis le CVA fait la sienne. T'sais. Puis pour moi, je me dis, en tant que personne qui watch ça de l'extérieur un peu, là, qui soit membre d'un groupe ou d'un autre ou whatever, moi, je me dis, laisse les avocats clairer ça, laisse les cours prendre les décisions. S'il y a un groupe qui a pas raison, ben ça va être un jugement qui va arriver, qui va sortir ça. T'sais, s'il y a un autre groupe qui a plus tort, ben ça va sortir par les cours. T'sais. Pourquoi qu'on essaie d'envenimer le milieu, quand que tout le monde, dans le fond, se bat pour la même chose. Je pense pas qu'il y a aucune personne dans l'industrie qui dirait, ben nous autres, on pense que la cigarette électronique, c'est un produit de tabac. T'sais, évidemment que non, là, tu sais. Ben non. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste une question de stratégie, puis les informations, les conseils légaux qu'on reçoit par nos experts, puis tout ça. Puis, OK, les deux groupes ont des différentes approches. Correct. On laisse la cour clairer l'ambigu là-dedans, tu sais. Oui, mais ce qui arrive, c'est que souvent, ce qui arrive, si on regarde sur les réseaux sociaux, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des pro-CVA, des membres du CVA et des membres de l'AQV qui vont échanger certains commentaires des fois sur un sujet X qui est relié à la cigarette électronique. Et des fois, ça peut envenimer, ça s'envenime un petit peu, oui. Moi, mon opinion personnelle là-dessus, c'est que, parce qu'on s'est souvent fait dire faut unir le combat, faut que tout le monde se batte ensemble. Mm-hmm. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas les deux causes qui créent une division dans le domaine. Il y avait déjà une division. C'est pour ça qu'il y a eu deux associations différentes de créer. Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'entendre avec d'autres, ou peu importe les raisons. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas la même façon de voir les choses. Mais je pense que le but commun est relativement le même pour tout le monde. Sauf que la façon de le faire et l'idéologie de tout ça diffère d'un individu à l'autre. C'est pour ça que, moi, comme j'ai toujours dit, c'est pas en se battant qu'on se divise. C'est la politique qui nous a divisés avant, nos opinions politiques, nos opinions personnelles. Et il n'y a pas de guerre comme telle. En tout cas, moi, je peux vous dire que nous, de notre côté, on n'est pas en guerre contre la CVA du tout. Ils semblent faire beaucoup de travail au niveau du fédéral. Nous, on n'est pas en guerre du tout contre eux.
Et même quand il y a eu le CVE La CVA à Montréal ou Toronto? Non, je pense que c'est celui d'Ottawa, si je me rappelle bien. Celui d'Ottawa, on avait même échangé les chandails AQV et CVA. Oui. On n'est pas en guerre un contre l'autre. C'est pas parce qu'une association pense d'une façon que l'idée de l'autre association est mauvaise on est entre gens, entre êtres humains. C'est normal de pas toujours être en accord, mais à un moment donné, il faut, comme on dit en anglais, let's agree to disagree, il faut être d'accord de pas être en accord. Ouais. C'est une très bonne réponse, puis peut-être je peux amener la discussion. Tantôt, tu disais que le gouvernement commence à être nerveux. Est-ce que ça se peut que les développements dans la loi fédérale, le projet de loi S5, peut-être, est-ce que ça a un impact aussi sur le gouvernement du Québec à avoir encore plus peur parce que ça semble aller plus ou moins dans la bonne direction? C'est sûr que le gouvernement provincial ne veut pas perdre la face. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour eux, d'essayer d'étirer le plus possible pour attendre le jugement au fédéral, pas le jugement, mais le vote de la loi au fédéral, c'est sûr que c'est une stratégie qu'ils aiment beaucoup. Parce que, évidemment, la cigarette électronique n'est pas un produit du tabac et ils se sont mis un peu de pied dans la bouche en disant que c'était un produit du tabac parce que c'est pas de compétence provinciale, c'est de compétence fédérale. Ouais. Mais oui, ils sont nerveux parce que ils comprennent, j'imagine, je suis pas dans leur soulier, mais j'imagine qu'ils comprennent que cette cause-là est excessivement solide et que c'est difficile à débattre. Oui, ça peut avoir un impact. Ce qui se passe au fédéral peut avoir un impact au Québec, sauf que la manière que ça fonctionne, c'est que les provinces peuvent toujours être plus sévères que ce que le fédéral va légiférer. Si on prend un exemple, que le fédéral dirait que, bon, ce n'est pas un produit du tabac, au provincial, ils ne peuvent plus dire que c'est un produit du tabac. Par contre, ils peuvent reformuler la loi, passer ça au vote pour avoir les mêmes restrictions qu'il y avait avant que le fédéral tombe, parce que on est au Québec, on peut être plus sévère. La province peut décider d'être plus sévère, ne peut pas être moins sévère. Mais se doit d'appliquer au minimum la loi fédérale, mais peut être plus sévère. Donc, si le gouvernement continue à dire on ne veut pas de vente en ligne, c'est juste fait pour attirer les jeunes, on a peur de la renormalisation du geste de fumer et tous les arguments un peu non-sens qu'on entend de la part du gouvernement. S'ils décident qu'ils continuent dans cette direction-là et qu'il n'y a pas de contestation de ça, ils ont tout à fait le droit de le faire. Et ça, je veux dire, l'attaché de la ministre Charlebois nous l'a clairement fait comprendre quand on a posé une question. La réponse fut « on a le droit d'être beaucoup plus sévère que le fédéral ». Et la réponse a arrêté là. Donc, oui, ça peut avoir une incidence, mais non. Parce que au provincial, ils peuvent décider d'être beaucoup plus sévères. Donc, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de ce combat-là au Québec, peu importe ce qui arrive au fédéral. Donc, si le gouvernement fédéral met la cigarette électronique dans un autre groupe et donc dit que ce n'est pas du tabac, le gouvernement québécois pourrait simplement faire des ajustements aux lois qui ont déjà imposées pour les imposer dans la cigarette électronique dans une nouvelle catégorie. Une nouvelle loi, oui. Il faudrait qu'une nouvelle loi soit créée parce que là, ça pourrait plus être dans la loi contre le tabagisme parce que ce n'est pas un produit du tabac. Là, à ce moment-là, il faudrait reformuler une loi, mais il pourrait s'arranger pour avoir les mêmes restrictions et même pire que ce qu'on vit présentement au Québec. On dirait que les décisions que le gouvernement a faites au Québec, c'est vraiment pour plaire à l'opinion publique. Parce que si on regarde à l'ensemble du public, je pense qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas ça, voir du monde vapoter ou de fumer. Ils disent la même chose, que c'est le même genre de produit, ça ressemble à la même chose. Donc, les décisions qu'ils ont prises, c'est vraiment pour plaire à l'opinion publique.
ce que j'essaie d'en arriver, c'est qu'on a un gros travail devant nous de convaincre et de changer l'opinion publique, de le faire savoir que c'est moins nocif et de sortir tous ces faits-là pour que ça ne soit plus facile pour le gouvernement du Québec de dire c'est aussi nocif, c'est la même chose, ça nuit à la santé de ceux qui ne vapotent ou qui ne fument pas. Et je crois que la QV a déjà fait beaucoup d'initiatives pour essayer de répandre cette information-là à les gens. Vous avez assisté dernièrement et je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez me parler, d'autres activités qui se passent à la QV, mais je sais que vous avez été en avril au château Fairmount à Ottawa. C'était une conférence, je me semble, qui s'appelait Vaping Regulation and the Law. Oui, au Château Laurier, oui. Oui, il y avait d'ailleurs, j'ai eu une excellente discussion avec le docteur Gaston Astigui à cette conférence-là. Oui. Je lui ai posé la question directement, selon lui. Alors, évidemment, là, c'est pas endossé par personne d'autre, là. Oui. Mais je lui ai demandé, selon lui, qu'est-ce qui a joué quel a été le rôle le plus important? Qui ou quoi a fait que on a eu ça au Québec qui s'est passé, malgré tous les experts qui sont allés témoigner en chambre lors des audiences. Oui. François Danfous, de l'Association pour le droit des non-fumeurs, est quelqu'un qui est pro-cigarette électronique, Oui. qui a dit au gouvernement ne mettez pas ça dans la même catégorie que la cigarette parce que ça va avoir un impact très négatif au niveau de la population. Le docteur Astigui, le docteur Gaston-Guay ont dit la même chose, le docteur Junot a dit la même chose, le docteur Poirier a dit la même chose. Oui. Mais on dirait qu'ils n'ont jamais été écoutés, que tout ce qu'ils ont dit, c'était du vent. Et j'ai posé la question au docteur Astigui, pourquoi le gouvernement n'a pas écouté? Et il m'a dit disons qu'au niveau de la personne qui a fait le projet de loi 44, qui s'appelait à l'époque, en l'occurrence Mme Charlebois, Oui. avait son idée en tête et elle a été capable d'arrêter de fumer sans rien. Donc, c'était sa façon c'est sa façon de penser à Mme Charlebois. Mm-hmm. On n'a pas besoin de ça pour arrêter de fumer. Mais bon, elle s'est fait brocher l'estomac pour maigrir parce qu'elle n'était pas capable de maigrir, mais ça, c'est une autre histoire. Si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ça qui est arrivé, assez basé sur une anecdote personnelle pour établir des lois. C'est sur une idéologie. Oui, c'est les lois sur la vape qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe même au fédéral ici, ce qui s'est passé au Québec, ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme la Grèce, ces choses-là. C'est des lois qui sont basées sur une idéologie et la peur au lieu de se baser sur la science. Et c'est ça qui est le gros problème. Parce que Mme Charlebois le dit souvent, elle avait peur de la renormalisation du geste de fumer. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est interprété de façon différente. Et c'est ça qui est tellement dommage. Je vous donne un exemple. Ça, c'est justement lors de la fameuse conférence à Ottawa que le docteur Farcellino s'expliquait ça. C'est que la manière que le projet de loi S5 est formulé, il est formulé pour protéger les seuls gens qui n'ont pas besoin d'être protégés, c'est-à-dire les enfants. Oui. Je m'explique. Il a pris l'étude de la CDC aux États-Unis, qui est allé demander à des jeunes, avez-vous déjà essayé une cigarette électronique? Ah oui, avec ou sans nicotine? Ah oui, et toutes sortes de questions. Et quand on arrive au bout du résultat, seulement 0,2% des jeunes de moins de 18 ans utilisent la cigarette électronique avec ou non nicotine de façon courante. Mm-hmm. Donc, on s'entend que c'est pratiquement zéro. Mais comparons ça avec les jeunes qui fument, c'est beaucoup plus élevé. Cette étude-là a été amenée
dans les réseaux sociaux et à la télévision aux États-Unis en disant les jeunes vapent de plus en plus. Ouais. Alors que le docteur Farsalinos a pris la même étude et lui a juste regardé en profondeur et en est venu aux conclusions suivantes. Les jeunes ne vapent pas du tout s'ils n'ont jamais fumé. Alors, on n'a pas besoin de protéger ces jeunes-là parce qu'ils ne s'en servent pas s'ils n'ont jamais fumé. Ils ne se servent pas de la vape. Il y a une grosse différence entre prendre une bouffée et faire « Ah oui, OK, je comprends ce que c'est » et l'utiliser couramment. C'est toujours une question d'interprétation. Et l'idée des jeunes de la renormalisation du geste de fumer, surtout chez les jeunes, c'est une idéologie au même titre que de dire on va interdire de boire des verres d'eau en public parce que ça pourrait inciter les anciens alcooliques à recommencer. C'est aussi niaiseux que ça. Je suis... Souvent, ce que j'apporte à ça, c'est je dis comment qu'un jeune commence à fumer de toute façon? En volant des cigarettes dans le paquet de son père, comme j'ai fait. C'est ça. Puis c'est ça que je dis moi aussi souvent. Il n'y avait pas un dépanneur qui m'a laissé acheter un paquet de cigarettes. C'était bien contrôlé. Mm-hmm. Et la même chose, depuis le début, les vape shops voulaient seulement vendre aux 18 ans et plus et on encourageait le gouvernement de rendre ça officiel pour que ça vienne pas des vape shops. Et là, il faudrait faire un aspect d'éducation que le gouvernement a complètement délaissé, d'éduquer les parents et ceux qui pourraient mettre à la disposition les cigarettes électroniques ou cigarettes et de prévenir cette situation-là ou de leur enseigner que si vous vapotez ou si vous fumez, je sais pas, mais en tout cas pour fumer de la cigarette, on sait que si le parent est fumeur, le jeune est à haut risque de devenir fumeur aussi. Oui. Mais on s'attaque pas à ce lien-là, on s'attaque au magasin Exactement. En ce qui concerne la loi. Exactement. C'est beaucoup plus facile d'attaquer les magasins spécialisés sur un produit comme la cigarette électronique plutôt que de mettre beaucoup d'argent sur des campagnes de sensibilisation et des choses comme ça. Mais encore une fois, les campagnes de sensibilisation ont énormément, pour le tabac, ont énormément nuit à la vape parce que j'en ai vu un il y a pas longtemps et je discutais de ça avec Jacques Lewezek. Les campagnes anti-tabac ont énormément nuit à la cigarette électronique parce que dans les campagnes anti-tabac, un des premiers éléments qu'ils disent qui est contenu dans la cigarette, c'est la nicotine. Or, la nicotine n'est absolument pas dangereuse pour l'être humain aux doses où un fumeur ou un vapoteur est soumis. Oui. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui, il peut avoir une dose létale, mais c'est la même chose avec la caféine, c'est la même chose avec l'eau. Oui. Si on boit trop d'eau, on peut en mourir. Si on prend un pot de café complet, on peut en mourir. Mais il n'y a personne qui remet en cause de boire du café. Par contre, l'idéologie de porter quelque chose à sa bouche pour avoir une volute de vapeur qui sort, qui simule de la fumée, ça, c'est une idéologie qui est pas bonne parce qu'il y a de la nicotine, il y a du goudron et des particules fines, il y a toutes sortes de choses dans la cigarette. Mais la nicotine en tant que telle n'est pas dangereuse. Et même si encore une fois, même si pauvre ministre Lucie Charlebois, même si elle est fait expliquer en long et en large par tous les experts, et ça, les gens peuvent regarder les vidéos, c'est des documents publics sur les sites du gouvernement. Tous les experts ont expliqué lors des commissions parlementaires que la nicotine n'était pas dangereuse. Et pas longtemps après le dépôt de la loi, Mme Charlebois était en entrevue à la radio et a dit, l'animateur a dit, mais vous savez quand même, Mme Charlebois, que la nicotine, c'est pas dangereux. Et sa réponse fut, ben là. Ouais, comme si c'est pas vrai que... Il lui a répété, madame, la nicotine, c'est pas dangereux, c'est prouvé scientifiquement. Il y a même des bénéfices à la nicotine. Ben là, vous allez pas me faire croire que c'est pas dangereux. Mais c'est ça qu'il faut
On parlait d'opinion publique tantôt. C'est ça qu'il faut essayer de changer la mentalité des gens parce que l'opinion publique, c'est quelque chose d'excessivement puissant. Oui. On pense à Bombardier dernièrement qui a limogé 7000 employés, qui a été chercher des subventions au niveau fédéral et provincial et qui ont transféré leurs activités au Mexique et ont voulu, les dirigeants qui ont voulu s'augmenter de 64 %. Ça n'a pas plu à... Je connais pas personne qui a dit que c'était une bonne idée au Québec et les gens ont manifesté vraiment leur dégoût face à cette situation-là. Et finalement, les dirigeants ont dit on va reporter notre hausse de salaire. Eux autres, ils juste reporter, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que l'opinion publique, c'est quelque chose qui est excessivement puissant. Et autant les réseaux sociaux, c'est merveilleux, autant quand on se bat sur les réseaux sociaux pour la cigarette électronique et qu'on engage des conversations, c'est avec des gens qui sont déjà dans l'industrie, qui sont déjà convaincus. Ouais. C'est juste sur la façon de le faire qu'il y a des discussions. Il faut vraiment sortir de ça et aller vraiment chercher les médias, mais avec des choses concrètes, des choses solides. C'est quelque chose qui est excessivement difficile à faire, mais c'est quelque chose qui est possible, je crois. Surtout quand si on dit aux médias la cigarette électronique, c'est beaucoup plus sécuritaire et blablabla, blablabla, généralement, c'est pas quelque chose qui les intéresse, comme un politicien. Par contre, quand tu leur arrives et que tu leur dis cette loi-là est anticonstitutionnelle, ça brime la liberté d'expression, donc la vôtre aussi, parce que vous êtes journaliste, là on a l'écoute. Là, c'est plus la même discussion. Donc, je pense qu'il faut revoir notre stratégie au niveau d'approcher ça, autant au provincial qu'au fédéral. C'est pas juste une question que c'est une réduction des risques. C'est une question que c'est des lois qui sont complètement anticonstitutionnelles qui essayent de passer ou qu'ils ont passé. Donc, le combat est loin d'être fini. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Mais je pense qu'un jour, la vérité va sortir. Combien de temps ça va prendre, ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Le plus tôt possible, mais comme a déjà dit un ami commun que nous avons, Dimitrios Agrafiotis, oui. C'est pas la science qui va sauver la cigarette électronique, c'est la politique. Je pense que c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir. Puis je sais pas si tu as eu la chance de voir les nouveaux reportages sur le IQOS, le nouveau système qui permet à quelqu'un de prendre la cigarette et de la vaporiser. Oui. Et on dirait qu'eux autres, direct en sortant dans les nouvelles, ils ont une meilleure aperçu, comme ils disent, c'est une réduction des méfaits, c'est tout de suite apparent que c'est ça le message qui sort, mais c'est aussi des compagnies de tabac qui ont des millions puis des millions à investir. Mais c'est ça qui arrive, c'est que la publicité sur le tabac est interdite. Par contre, avoir des journalistes qui peuvent se faire soudoyer pour parler beaucoup d'un produit et en faire la publicité indirectement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais c'est quelque chose que l'industrie de la vape ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens des compagnies de tabac. Ça, c'est clair, net et précis. Fait que ce serait difficile pour l'AQV d'entreprendre ce genre d'activité ou même pour la CVA parce que ça représente des coûts majeurs. C'est des coûts astronomiques. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'on a besoin de faire. Donc, si on peut pas... je me demande si ça va poser un risque dans nos recours en justice, le fait qu'on n'a pas autant d'activités pour faire comprendre au monde. Dans un sens, moi, personnellement, ça, c'est pas l'opinion de l'AQV, c'est mon opinion personnelle. Oui. Après avoir regardé des études sur l'IQOS, après avoir parlé avec le docteur Farsalinos très longtemps, j'étais en France la dernière fois avec lui sur l'IQOS, parce qu'il est en train de
de faire des études sur la IQOS. Oui. Après avoir regardé ça longuement, je me dis, dans un sens, c'est pas si mal parce que ça amène justement le concept de réduction des risques dans la tête des gens, ce qui est la cigarette électronique. Par contre, ça, c'est clairement un produit de tabac parce que on rentre une cigarette spéciale, mais ce reste une cigarette de tabac qu'on rentre dans le bidule électronique pour le chauffer. Oui. Et c'est comme dit le docteur Farsalinos, c'est tellement horrible le goût, c'est pire qu'une cigarette. L'odeur, c'est pire qu'une cigarette. Et c'est plus ou moins pratique. Ça va aller chercher une certaine catégorie de gens, mais c'est pas le futur, d'après moi. Le futur est vraiment dans la vaporisation d'un e-liquide avec la cigarette électronique ou le vaporisateur personnel ou peu importe comment on peut l'appeler. Ça, c'est un autre sujet. Je m'écarte, mais c'est un autre sujet. Il y a des gens qui disent appeler ça une cigarette électronique, ça nous a toujours nuit. Ouais. Moi, d'un autre côté, je me dis oui, mais quand tu dis cigarette électronique à un fumeur, ça parle au fumeur. Exact. Quand tu dis à un fumeur, un vaporisateur personnel, tu regardes en se demandant de quoi tu lui parles. Oui. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille, là, mais au niveau de l'IQOS, moi, personnellement, c'est pas un produit qui m'attire du tout. C'est pas un produit que je recommanderais aux gens du tout, de par son goût, par son odeur et par son coût. Parce que ça revient beaucoup plus cher que d'utiliser une cigarette électronique. Ouais. Et à cause des substances qui se dégagent de ça, j'ai pas de chiffre exact à donner, mais les rapports préliminaires du Dr Fasselinos étaient assez élaborés là-dessus. Et c'est vraiment, oui, il y a une réduction des risques, mais c'est rien comparé à une cigarette électronique. Donc, pour ramener un peu à la conférence et d'autres activités que la QV a faites, je pense que vous êtes allé en France. Je ne sais pas s'il y a d'autres activités que vous voulez nous faire part et nous dire que la QV travaille dessus, autre que le recours en justice. Bien, c'est sûr que nous, la QV, notre but, ça a toujours été de se battre pour le droit des fumeurs et des vapoteurs au Québec. C'est de toute façon, comme j'ai dit tantôt, quand la QV a été formée, il n'était pas question qu'il y avait encore de projet de loi au fédéral. Donc, nous, ça a toujours été basé au Québec, nos intentions. On avait été invité très gentiment par Vapexpo. Valérie était allée faire une conférence. La présidente de la QV était allée faire une conférence là-bas pour expliquer la situation au Québec. Mm-hmm. Et aller chercher un peu d'informations justement aussi de comment les Français se sont pris pour contrer ces lois-là, contrer la TPD le maximum possible, qui est arrivé partout en Europe et dans le cas présent qu'on parle de la France. On est allé à la conférence à Ottawa. Oui. On va dans les salons de vape qui sont pas trop loin. On n'est pas allé à celui d'Edmonton parce que de toute façon, les gens d'Edmonton, c'est pas notre combat. Parce que justement, notre combat est au Québec. Oui. On est allé à celui d'Ottawa, par exemple. Ça, c'était très important parce que c'est très collé sur le Québec. On est très actifs, mais c'est sûr qu'il faut garder en mémoire que nous sommes tous des pères et mères de famille. On a tous notre profession, on travaille tous dans le domaine de la vape. Il y a des gens qui font des études en même temps. Et tout ce qu'on fait au sein de l'organisation, c'est uniquement du bénévolat. Et les dépenses, quand justement il y a un salon ou des choses comme ça, c'est pas le QV qui paye, c'est chacun sa poche. Oui. Donc, c'est sûr que on est limité dans un certain sens à ce qu'on peut faire. Par contre, si tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice
on n'a pas besoin d'avoir une seule association ou juste 2 associations ou peu importe. Si tout le monde met sa pierre à l'édifice pour combattre ces terribles lois-là, on peut créer un mouvement qui est très intéressant et qui peut être très utile. Par contre, encore là, c'est toujours des choses qui sont faites dans des temps libres, si on veut. Donc, c'est pas évident, mais ça fait des longues journées, mais ça vaut la peine. Oui, puis en fait, je trouvais ça drôle parce que Christina est partie servir certains clients. En fait, pendant qu'on enregistre le show, elle est dans la boutique en train de travailler, donc elle n'est pas avec nous présentement. Mm-hmm. Mais est-ce que vous allez être présent à Toronto pour la CVE? C'était quand même assez proche du Québec. Il y a peut-être l'opportunité de parler avec des gens du Québec là, ou ça va être en juin, je crois? Pour être très franc, j'ai pas la réponse à cette question-là. Il y a de très bons points. Il y a des points... évidemment, le déplacement et tout ça, l'hôtel et tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Je pense pas que c'est quelque chose c'est certain que c'est quelque chose qu'on va discuter, mais est-ce que nous allons y aller? Je ne le sais pas encore. Donc, si mettons, là, il y a une boutique qui cherche une association à la représenter, puis regarde à toutes ses options, ça serait quoi les arguments ou la vente, je sais pas si je pourrais dire le sales pitch de l'AQV pour... Comment on vend l'AQV? Oui, comment que vous allez convaincre une boutique de se joindre et pourquoi ça serait important? Ben, généralement, ce qui se passe, c'est que il y a soit les boutiques nous contactent ou on contacte certaines boutiques et on commence une discussion, un échange. Nous, à l'Association québécoise des vapoteries, nous sommes excessivement transparents et on n'a aucun problème à même les gens qui ne sont pas membres dire où on en est, expliquer ce qui se passe et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Les coûts, c'est pas très cher non plus. Qu'on soit fabricant ou une boutique, ou un grossiste, ou peu importe, c'est le même coût pour tout le monde, c'est vraiment pas dispendieux. C'est que ce qu'on explique, parce que souvent, là, surtout depuis l'arrivée du BLS5, les gens disent oui, mais tu sais, on va attendre de voir ce qui se passe au fédéral. Mais c'est là, à ce moment-là, que je leur parle, puisque je leur explique que les provinces peuvent être beaucoup plus sévères que la loi fédérale. Donc, c'est important de continuer le combat ici au Québec en même temps, en parallèle avec ce qui se passe au fédéral. Et généralement, les gens saisissent assez rapidement l'enjeu et on augmente notre nombre de membres tranquillement mais sûrement. Là, donc, est-ce que... Puis je veux pas mettre des mots dans votre bouche et faire dire qu'on devrait tous joindre les 2 associations, mais est-ce que ça pourrait être une stratégie qu'une boutique devrait adopter d'être membre des 2 pour supporter les efforts au niveau fédéral ainsi qu'au niveau provincial? Ou Dans un monde idéal, oui, absolument. Okay. Parce que il faut combattre partout. Évidemment, vu notre situation particulière au Québec, avec le nombre incalculable de boutiques qui ont fermé, c'est très difficile au niveau monétaire pour certaines petites boutiques. Mais oui, ultimement, l'idéal, c'est de faire partie des 2 associations, absolument. C'est ce que nous suggérons toujours. C'est pas parce que vous êtes CVA que vous ne pouvez pas être AQV et vice-versa. Il y a déjà quelqu'un qui m'a approché puis qui m'a demandé, il m'a dit j'ai été approché par la CVA, mais je suis déjà membre AQV. J'ai dit oui, et puis oui. Ça n'empêche absolument rien. Si vous avez les moyens, faites-le. C'est la meilleure façon. Donc, sur ce, y avait-il d'autres sujets que nous n'avons pas apportés encore que vous voulez parler à nos écouteurs aujourd'hui ou apporter au show? On a pas mal fait le tour, là. Moi, je pense que
Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment pas perdre espoir. C'est un combat. Ça, c'est clair, net et précis. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est très stressant. Mais ça en vaut la peine. Pas juste pour une boutique, pas juste pour une industrie, mais pour tous les fumeurs qui vivent au Québec et au Canada aussi, dans le reste du Canada. C'est très important parce que depuis l'adoption de la loi 28, le projet de loi 44 au Québec, j'ai vu de mes yeux vus très souvent des gens rentrer dans des boutiques et dire est-ce que je peux l'essayer? Des gens qui sont fumeurs. Et que lorsqu'ils se font expliquer que non, c'est pas possible, repartent de la boutique en étant encore fumeurs parce qu'ils n'ont pas pu l'essayer. Ils n'ont pas pu dire je vais essayer le produit avant de dépenser 80 ou 100 $ dans du liquide, un ensemble de départ, des résistances de rechange et tout ça, avec les taxes et tout. Sans savoir si ça va bien fonctionner pour moi. Et on ne peut pas les blâmer. Ils ont tout à fait raison. Donc, c'est pas juste un combat pour les boutiques et pour l'industrie. C'est un combat pour tous les fumeurs. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Beaucoup aujourd'hui dans l'industrie vapent sur de la grosse machine. C'est une certaine quantité de watts, font des gros nuages et tout. C'est très, très, très amusant, mais c'est pas comme ça qu'ils ont commencé à se débarrasser de la cigarette. C'est pas comme ça. Et il faut jamais oublier les fumeurs. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis je sais pas combien de temps. D'autant que je me souvienne, les fumeurs, c'est le plus important. Autant au niveau de la cause, autant au niveau communauté, et parce que ils ont besoin d'aide et cet outil-là, la cigarette électronique, est le plus facile pour se débarrasser de la cigarette sans souffrir. C'est plus vrai que, comme avant, excuse le terme, il fallait en chier pour arrêter la cigarette. C'est plus vrai. Il y a moyen avec ça. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer de partager avec les fumeurs. Et de toute façon, tout le monde est gagnant. Parce que l'industrie aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on convertit un fumeur? Le fumeur est tellement content, il nous aime tellement qu'il nous amène toujours sa famille, ses amis, en plus, dans une boutique. Oui. Alors, pour grossir, il faut s'occuper des fumeurs. C'est très, très, très important. Pour aller chercher des nouveaux clients. Les nouveaux clients, c'est les fumeurs. Ceux qui vapent déjà sont déjà convaincus. Ils achètent un peu partout. Ouais. Ils sont déjà là. C'est les nouveaux qu'il faut aller chercher en même temps de leur sauver la vie. Puis quand tu as mentionné qu'il y a des clients qui rentrent puis qui n'achètent pas parce qu'ils ne peuvent pas essayer, il y en a qui achètent puis ils achètent malheureusement un kit qui n'est pas adapté à leurs besoins. Pas la bonne chose. Ça augmente exactement. les chances qu'ils n'ont aucun succès avec la transition. Absolument. Moi, quand j'ai rentré dans mes premières vape shops, j'ai goûté 10-15 saveurs. Il y en avait 2 qui faisaient l'affaire. J'ai essayé 2-3 kits. Il y en avait un qui faisait l'affaire. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités. Puis je sais pas s'il y a des propriétaires de shops qui regardent si les clients retournent, les nouveaux clients retournent pour une deuxième achat. Mais je serais fortement surpris de voir que ce chiffre-là dépasserait le 50%. Je dirais au moins 1 sur 2 ne réussit pas parce qu'il n'a pas acheté le bon kit, il n'a pas acheté le bon liquide. Je peux pas être en désaccord avec ce que tu dis, John. Puis en fait, je pense que je vais prendre ton avis, Jean-Philippe. Je vais t'appeler suite à cet appel-là pour qu'on puisse avoir une discussion, voir s'il y aurait une option pour nous de se joindre, puis on verra où ça va amener. Ben, ça va me faire plaisir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer cette émission-là. Ça vous a donné le temps d'expliquer, je pense, pas mal de A à Z de la situation au Québec. Et je te remercie infiniment pour avoir accepté de nous parler. Tout le plaisir fait pour moi. Bon, alors merci Christina, merci Jean-Philippe et je vous souhaite une bonne journée. Ciao là. Moi aussi.